Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S909 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 7 novembre 2024. Cette semaine, dans le Flash Actu, Canon dévoile pas moins de 4 nouvelles optiques RF et RFS. Nikon annonce la seconde génération de son hybride entrée de gamme et c'est bientôt la 27e édition du Montier Festival Photo. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Canon vient d'annoncer 3 nouveaux objectifs en monture RF full frame et un nouvel objectif en monture RFS APS-C pour son système hybride. On commence avec un nouveau télézoom hybride photo-vidéo, un 70-200 mm f2.8 LIS USM Z, L pour la gamme professionnelle, IS puisqu'il est stabilisé optiquement, avec un gain annoncé de 7,5 IL, USM en référence à la double motorisation autofocus nano USM et Z pour sa compatibilité avec un moteur de zooming optionnel. Cet objectif de conception parafocale, qui permet de maintenir la mise au point en fonction du choix de la focale, est composé de 18 lentilles réparties en 15 groupes, avec un verre ED, 3 lentilles asphériques et 2 verres super ED. A noter que, vidéo oblige, cet objectif propose une correction automatique du focus breathing et intègre une bague de diaphragme continue. Pour le reste, protection contre les intempéries, boutons et interrupteurs de réglage et de programmation. Un poids d'environ 1 kg 100 g, une longueur fixe de 20 cm et une compatibilité avec les convertisseurs de focale 1,4 fois et 2 fois. Son prix, 3 599 € en version noire ou blanche. Pour accompagner ce zoom, Canon lance aussi 2 nouvelles focales fixes hybrides photo et vidéo, un 24 mm f1.4 et un 50 mm f1.4 LVCM. Ces 2 objectifs exploitent une double motorisation autofocus, nano USM et VCM pour Voice Coil Motor. Il faut compter 15 lentilles réparties en 11 groupes avec 2 lentilles UD et une lentille asphérique en verre moulé pour le 24 mm et 14 lentilles réparties en 11 groupes, dont une lentille UD et 2 lentilles asphériques moulées pour le 50 mm. Le focus breathing est limité, la bague manuelle de diaphragme est continue et les dimensions sont cohérentes avec le 35 mm f1.4 LVCM, déjà en gamme, à savoir 10 cm de long, 7,6 cm de diamètre et un poids contenu entre 515 et 580 grammes. Le 24 mm est proposé au prix de 1 749 € et le 50 mm au prix de 1 599 €. Enfin, Canon dévoile aussi une nouvelle optique 3D APS-C, un 7,8 mm f4 STM Dual, conçu pour produire des contenus à destination entre autres des casques de réalité virtuelle. Compatible pour l'instant uniquement avec les OCR 7, cet objectif intègre les 2 optiques dans un même corps, ce qui le rend particulièrement compact et léger. 130 grammes sur la balance et environ 4 cm de long. On retrouve donc 2 fois 9 lentilles réparties en 7 groupes avec 2 verres UD et une ouverture maximale de f4 associée à un diaphragme à 7 lamelles. Son prix, 549 €. Nikon dévoile un nouvel appareil en monture Z à capteur APS-C. Le Z52 reprend le CMOS de 20 millions de pixels du précédent modèle et il embarque le processeur XPID 7 logé dans les derniers Z plein format comme le Z6 III. Cela se traduit au niveau de l'autofocus par l'adoption du suivi 3D ainsi que de la détection des oiseaux ou des avions. La rafale est de 11 images par seconde en obturation mécanique et 30 images par seconde en obturation électronique et en JPEG. Un flash intégré est toujours présent. Un accès direct au Picture Control est prévu ainsi que la possibilité d'en enregistrer 9 dans le boîtier à partir d'une bibliothèque de recettes d'images. Le viseur OLED conserve une définition de 2,36 millions de points, mais sa luminosité est 2 fois meilleure, passant de 500 à 1000 candela par mètre carré. L'écran LCD, désormais sur rotule, est plus grand, passant de 3 à 3,2 pouces. En vidéo, le Z52 tourne en 4K 30p sans recadrage et en 60p avec un crop 1,5 fois. Il est compatible avec les LUT-RED. Un mode de présentation de produits est intégré et il est possible de faire du streaming avec l'appareil. A noter que l'appareil est désormais pourvu d'une prise casque. Le Z52, comme les autres boîtiers APS-C de la gamme Z, n'est pas stabilisé. Il est commercialisé au prix de 999 € nu et 1 149 € en kit avec un 16-50 mm VR. Le Montier Festival Photo, le festival international de la photographie animalière, revient pour une 27e édition qui se déroulera du 21 au 24 novembre prochain en Haute-Marne, dans la ville de Montier-Anderre. Au programme cette année,
250 exposants, plus de 2000 photos à découvrir au travers de 100 expositions réparties sur 16 lieux différents, 50 heures de conférences, des tables rondes, des ateliers, des animations, bref, tout ce qu'il faut pour les amoureux de la photo animalière et de nature. Nous nous sommes entretenus avec Thomas Ackermann, chargé de la programmation et du concours. Il nous présente les moments forts de cette édition à ne surtout pas manquer. Oui, effectivement, si on parle un peu de programmation, cette année, on a une édition qui est quand même axée sur la thématique, de la biodiversité en France, donc le territoire français qui est mis à l'honneur, et on va retrouver aussi une thématique autour de l'eau, sous toutes ses formes. Et si on se promène un petit peu sur les allées du festival, on va retrouver, des thématiques comme l'Afrique, mais avec un regard un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, plus une Afrique, tropicale, on va dire. On va retrouver différentes destinations, la montagne, la macro aussi, un petit peu, voilà, les thématiques habituelles, mais comme tous les ans, voilà, les expositions, changent et on met, de nouveaux regards, en avant. Avec, des nouveaux talents et puis d'autres, beaucoup plus connus, hein. Il y a des noms qu'on pourra reconnaître, sans difficulté. Voilà, on va retrouver, dans les compères du festival, Rémi Masson avec une expo assez inédite sur le castor. On va retrouver aussi, Benoît Ferron avec un regard sur l'Afrique, des portraits, un peu plus d'ethno. Sabine Berner, Fabrice Caez, voilà des noms un peu connus du festival en tout cas. On peut aussi, voilà, retrouver toutes les heures de conférences qu'on peut mettre en place. Si par exemple, je parle de notre parrain scientifique, c'est Gilles Boeuf cette année et donc il nous proposera des conférences autour du vivant, hein, voilà, ses spécialités. Et sans oublier notre parrain photo aussi, Alexis Rosenfeld, qui lui va nous faire une expo à la Halle au Blé avec, vraiment une thématique axée sur, la grande migration et c'est ce qui enfin, ça concerne les bandes sardines, la migration des sardines en Afrique du Sud, où on peut retrouver tous les prédateurs, qui vont, ensuite suivre cette migration. Le festival, qui réunit généralement plus de 40 000 visiteurs, est payant et à partir de 18 euros. Il est gratuit pour les moins de 14 ans et un tarif réduit est proposé aux jeunes, personnes en situation de handicap et associations. À noter qu'un très beau village des marques est toujours accessible sur le site de Giffaumont face au lac de Der avec tous les constructeurs qui présentent et font tester leurs dernières nouveautés. Un village de vente est également présent avec souvent des offres exceptionnelles. Bon, voilà pour l'actualité cette semaine. Canon frappe fort avec 4 nouvelles optiques, mais 3 vraiment conçues pour l'hybride full frame. Ronnie, elles marchent un peu, toutes ces optiques un peu conçues pour la vidéo. Je crois que Canon est un des seuls, voire le seul constructeur à pousser aussi fort sur cette nouvelle génération d'objectifs. Il y a Sony qui l'a fait avec le 28-135, qui se monte parfaitement sur du FX3, FX6 ou autre. Il l'avait fait aussi en APS-C, le 10-20, le 18-105. Donc, il y a une demande. Canon l'avait avec le 24-105 f2.8, du coup, cette focale qui était un peu mythique pour tout le monde et qu'on a enfin réussi à obtenir. Et là, c'est vrai que pour moi, sur le 70-200, il y a deux choses très importantes. La première, effectivement, tu le disais, c'est cette option de motorisation qui est attendue. La deuxième, parce que ça faisait défaut, c'est la compatibilité avec les multiplicateurs. Depuis la sortie du premier 70-200... Le premier, il n'était pas, ouais, voilà. Il faut le rappeler. Et il était tout petit, et on entend parler, enfin moi je sais que dès quelques mois après la sortie du premier, on nous a tout de suite dit, il va y en avoir un autre, et il sera compatible avec les multiplicateurs, etc., etc. Donc là, on est vraiment content. Après, et j'allais vous poser la question, parce que voilà, j'ai échangé avec plein de gens, et je voulais votre avis. La double coloris noir et blanc, c'est quelque chose. Alors, bon, nous, au niveau des ventes et des achats, c'est toujours plus compliqué parce que c'est un peu comme quand ils nous sortent des boîtiers en 5-6 couleurs différentes. On se doit d'avoir tout. Après, c'est vrai que c'est une tendance. Et aujourd'hui, tiens, je voulais votre avis. D'après vous, est-ce que c'est plus le noir ou est-ce que c'est plus le blanc qui va se vendre ? Pour moi, la série L Canon, c'est blanc. Voilà. Si je suis un puriste, si je suis un canoniste, c'est ça. Maintenant, si on veut être plus discret, pour plein de raisons, on peut aller sur le noir. Qui peut le plus, peut le moins. Et si tu as le choix, je trouve ça super. Après, pour le référencement, effectivement, je pense que c'est la guerre. C'était photographe, quoi, parce que historiquement, effectivement, ils étaient blancs pour les photographes. Ouais. Moi, la question que je me pose par rapport à ce coloris, et c'est presque moins trivial, c'est ils n'arrêtent pas de nous dire, ils le disent encore, que la version blanche, elle résiste mieux à la chaleur, elle résiste mieux, enfin, elle est plus résistante en cas d'exposition prolongée au soleil. Et ils sortent une version noire, et donc on leur dit, du coup, celle-ci, elle est moins résistante. Ah non, c'est pas ce qu'on a dit, c'est pas ce qu'on a fait. Et je dis, du coup,
quel est vraiment l'argument depuis le début de faire des modèles en Mm. blanc, comme fait Sony pour certains modèles et comme fait Fujifilm en argenté pour des modèles pro aussi, si ce n'est juste pour se démarquer, parce que Nikon n'a jamais fait de modèle blanc et a priori leurs optiques tiennent aussi longtemps au soleil, quoi. Ouais, c'est que ça, hein. De toute façon, on en parlait entre nous, mais clairement, Canon a fait du blanc à la base pour se différencier de Nikon. Et en gros, l'idée, c'était qu'autour des stades de foot ou de sport en général, en gros, les mecs, ils arrivaient, ils regardaient tout autour, ils comptaient combien il y en avait en blanc, ils savaient, grosso merdo, quelle était la part de marché sur ce typologie d'utilisation de Canon versus Nikon. Alors, tu le disais, tu as raison, pour le coup, Sony est venu amener du blanc. Donc aujourd'hui, du coup, tu as plusieurs marques, donc ça fausse un peu le débat. Mais le blanc a toujours été historique de la série L. Après, c'est vrai qu'on entendait beaucoup de photographes, peut-être pas professionnels, eux, qui disaient « Ouais, mais c'est embêtant parce que c'est visible. » Donc on mettait des covers, on mettait des machins, on mettait du gaffeur. Enfin bref, on trouvait tout ce qu'on voulait. Là, du coup, la version noire est arrivée. Et c'est vrai que nous, on s'est dit au début, tu vois, moi, je pensais qu'on allait vendre, qu'on va vendre 3 noirs pour un blanc. Et en réalité, on a déjà eu quelques commandes et on est plutôt sur l'effet inverse. Tu veux dire plus de blanc Plus de blanc que de noir. Oui, mais ils ont sorti le 200-800 qui n'est pas une optique de sériel en blanc. Rappelons-le. Parce que c'est un gros télé et qu'encore une fois, on est dans cet esprit de il faut que ce soit vu, que ce soit reconnu, etc. C'est un choix. Après, Sirui lance du blanc aussi. Ouais. Enfin, on s'y perd. Après, est-ce que ça voudrait dire que du coup, ceux qui achètent en blanc, c'est plus des photographes et du coup, la vertu vidéo de ce zoom-là, elle est encore un peu moins reconnue. Enfin, les vidéastes ne sont pas encore positionnés là-dessus. Ça, je le pense. Ou alors les vidéastes, ce qui est plus vrai aussi, ils ne sont pas forcément sur Canon non plus. Alors, il y en a, mais je pense aujourd'hui que ceux qui se sont décidés très vite pour le 70-200, c'est pour moi plutôt des photographes. Parce que voilà, le 24-105 sur par exemple le R5 Mark II ou le R6 Mark II en vidéo offre quand même déjà un panel d'usage assez large. Et qu'après, pour un vidéaste, le 70-200, sauf à le mettre avec un multiplicateur direct, ce qui est effectivement une des possibilités, mais c'est peut-être un peu moins répandu. Alors que 70-200 en photo, on sait très bien que ça fait partie de la Holy Trinity, comme on dit, et que c'est quasiment indispensable. Moi, le 70-200 en vidéo, quand je le vois beaucoup, c'est plutôt en télé et surtout sur des plateaux d'interview. En interview, ouais. Ouais, quand tu vois des interviews, là, je regardais hier justement au journal un plateau de France 2 aux États-Unis. Ils shootaient, je crois, en A7S3 ou en A7IV avec des 70-200 pour des plateaux serrés. Et compagnie. Mais c'est surtout, voilà, la vertu principale, c'est de coller des portraits assez serrés. Le flou, bien sûr. Ouais. Mais ça a un réel intérêt pour les vidéastes, cette option de zooming automatique, où on est sur du... Parce que j'ai un peu la sensation que c'est un truc... c'est un nouveau besoin qui est en train d'être créé, quoi. Je pense que ce besoin, il a toujours existé, parce que si tu prends des caméras traditionnelles, tu avais cette fonction soit au niveau d'un bouton sur l'optique, soit directement au niveau de la manipulation avec l'index. Depuis qu'on fait de la vidéo avec un réflexe, on avait complètement oublié cette fonctionnalité-là. Pour moi, les utilisateurs se sont adaptés à ça. C'est-à-dire qu'ils ont pris la plus-value du réflexe du hybride avec la qualité d'image, le capteur, etc. Et ils ont fait un peu le deuil de cette fonctionnalité. Et je dis encore que c'est que partiel, parce que certains trouvaient des options en mettant des bagues et des follow focus qui étaient utilisés à la base pour la mise au point, qu'ils transformaient pour l'utilisation en back zoom. Et du coup, à partir du moment où tu as quand même cette option, je trouve que d'un point de vue progressivité de zoom, lorsque tu es sur du docu et que tu peux être amené à zoomer, clairement, ça fait la différence. Tu n'as pas d'à-coup, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus joli à regarder. Parce que voilà, le zoom, c'est assez peu courant finalement en vidéo au cinéma où c'est quand même les focales fixes. Il y a des zooms, faut pas dire, mais c'est comme les focales fixes très lumineuses qui priment sur les zooms, quoi. Précisons quand même, pour être aussi exhaustif, qu'il n'y a pas que Canon qui s'y met. On a cité Sony. Nikon vient d'annoncer le développement d'un 28-135 f4 PZ aussi. Qui ressemble beaucoup à celui de Sony lancé il y a 10 ans. Clairement. Mais alors, du coup, on est vraiment sur ces optiques hybrides pour hybrides. Un mot aussi sur ce Nikon Z52, un boîtier entrée de gamme, moins de 1000 €. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Oui, c'est plutôt bien de voir les constructeurs se repositionner sur des boîtiers à moins de 1000 €, surtout des boîtiers qu'ils auraient pu lancer il y a quelques années à caractéristiques égales à 1100, 1200. Là, c'est bien de voir ça chez Nikon, de voir ça chez Fujifilm et d'autres. C'est plutôt pas mal. C'est pas le boîtier le plus ambitieux du marché, même à ce tarif-là, mais c'est quand même intéressant pour de nouveaux utilisateurs de pouvoir compter sur des boîtiers-là, surtout qu'il y a des optiques APS-C qui commencent à généraliser chez Nikon, parce que sinon, initialement, les premiers Z50, il y avait une optique ou deux en monture Z fait par Nikon, et après, il y avait que des optiques plein format très très grosses, et là, on voit des constructeurs comme Sigma, comme Tamron qui arrivent, et là, ça va vraiment apporter une certaine plus-value, et ces boîtiers deviennent vraiment pertinents. Là où le Z50 était un peu tout seul dans son coin, en monture APS. C'est vrai. Là, on parlait de Monty Ander. Il a l'air bien spéqué, ce boîtier. Il a un beau processeur. Il a le mode oiseau, qui n'a pas encore le Z6 III d'ailleurs.
Peut-être qu'ils le mettront via une mise à jour bientôt. Mais on se dit qu'il y a quand même la place encore pour un espèce de D500 en monture Z, quoi. Largement même. Toi, t'as pas de la demande là-dessus un peu en magasin, Ronnie? Ah si, complètement. Et quand on a vu arriver ce Z50 Mark II, je veux dire presque la première question a été celle-ci. A été attends, mais qu'est-ce qu'il y a comme spec? Est-ce qu'on a même AF? Ouais, ok, cool. Est-ce qu'on a un suivi truc 3D. Voilà. Est-ce qu'on a un truc renforcé? Ah bah non. Est-ce qu'on a un stab? Non. Bon, bah ok, c'est pas le remplaçant du D500. Non. Pour moi, effectivement, il y a une place à aller chercher. Canon a le R7. Face au R7. Voilà. Sony a le 6007, même s'il est plus axé vidéo. Mais il y a encore en APS-C, mais bon, on va en parler après. Il y a quelque chose, effectivement, à aller chercher là. Benjamin, tu voulais nous dire un mot aussi sur le dernier album RSF? Oui, aujourd'hui, c'est la sortie du numéro 77 de la collection Sans photo pour la liberté de la presse, édité par Reporters sans frontières. Il met à l'honneur le travail de la photographe belge Martine Franck, qui a su exister et imposer son style en parallèle de celui de son mari, un certain Henri Cartier-Bresson. Et comme lui, elle fut membre de l'agence Magnum. Elle a débuté dans la photographie un peu par hasard, lors d'un voyage en Orient. Puis, elle a concentré son regard sur les femmes, les enfants, le Théâtre du Soleil, avec son amie d'enfance Ariane Mnouchkine, qui signe la préface. Et on lui doit aussi de très beaux portraits, dont certains de l'apôtre de l'instant décisif. Elle était également inspirée par les monastères bouddhistes. Elle a séjourné de nombreuses fois en Inde, au Népal, ce qui a donné lieu à l'un de ses clichés les plus célèbres, peut-être que vous l'avez vu, où on voit une tourterelle posée sur la tête d'un moine et un enfant qui sourit face à cette scène assez insolite. Et cet album rend aussi hommage à Christophe Deloire, ancien secrétaire général de RSF, décédé brutalement le 8 juin dernier, à l'âge de 53 ans des suites d'un cancer. De nombreuses personnalités ont pris la plume et soulignent son engagement constant dans la lutte pour la liberté de la presse à travers le monde, aussi bien quand le journaliste Olivier Dubois était détenu au Mali, ou lorsque le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, était lui aussi détenu. Il a finalement été libéré le 26 juin, 15 jours après que Christophe Deloire nous a quittés. Donc cet album est disponible au prix de 12,50 € en kiosque. Et on rappelle que l'intégralité des sommes perçues sert à financer les actions de l'organisation. Bon, super. Merci Benjamin.